Cette cheminée, ça vous parle évidemment, c'est de là que sortira la fameuse fumée blanche à l'issue du prochain conclave qui se tiendra le 7 mai, à partir du 7 mai. C'est une cheminée donc, qui vient à l'instant d'être installée. Elle est évidemment temporaire, c'est le temps d'un conclave et puis après on l'arrange. Donc voilà. Pour vous amener à ces accusations de la presse italienne. Et là encore, c'est Emmanuel Macron qui est la cible cette fois, parce que une partie de la presse italienne, vous voyez, la Verità, Il Tempo notamment, soupçonne le président français de vouloir s'immiscer dans le conclave et de vouloir à tout prix réussir à faire élire un pape français. Est-ce qu'il tente d'influencer les cardinaux Emmanuel Macron, comme le laisse entendre la presse très conservatrice italienne, Isabelle Saporta? J'espère bien, en fait. Je vais vous dire un truc, moi j'espère bien qu'il essaye... Mais vous êtes provocatrice, donc. J'espère bien qu'il essaye de s'immiscer dans le conclave et qu'il essaye de peser. Non, mais plaisanterie mise à part. Donc là, on voit effectivement que c'est une instrumentalisation de la presse très à droite et plutôt mélonienne, effectivement, pour des enjeux dont vous allez parler beaucoup mieux que moi, effectivement, sur les questions de révision constitutionnelle, etc. Donc il y a des enjeux politiques derrière. Mais en tout cas, si on revient juste sur le Vatican et la question du Vatican, on voit bien l'importance et le rôle politique qu'ont toujours eu les papes, en fait. Que ce soit Jean-Paul II, que ce soit Benoît XVI, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier plutôt, le pape François. Enfin, sa parole portée, que ce soit sur les questions de migration, de pauvreté, d'engagement dans le monde, en parlant, au fond, du déplacement du centre de gravité vers les pays d'Amérique latine, d'Asie. Donc, si vous voulez, oui, il se joue des enjeux de pouvoir incroyablement importants. Il suffisait de voir que finalement, la réconciliation, si on peut parler de réconciliation, Trump-Zelensky, elle s'est jouée là, au plein cœur de la basilique Saint-Pierre. Donc, il se joue des choses incroyablement géostratégiques et j'espère bien que le président Macron essaye d'influer dessus. Les titres sont forts quand même. Macron veut même choisir le pape, Macron s'incruste, Macron déjeune avec les cardinaux français à la chasse aux voix pour Aveline. C'est Jean-Marc Aveline qui fait partie des cardinaux électeurs. Guillaume Roquette. Oui, alors, poser la question, est-ce que Emmanuel Macron se mêle du conclave? Oui, bien sûr, parce que Emmanuel Macron se mêle de tout. C'est à ça qu'on le reconnaît. Et effectivement, c'est assez logique. D'abord, c'était facile à organiser, puisqu'il était présent pour l'enterrement du pape François. Évidemment, les cardinaux français étaient présents aussi, donc ils se sont retrouvés. C'est assez classique. D'ailleurs, cette presse-là s'appuie sur deux repas qui auraient eu lieu avec Emmanuel Macron à cette occasion. Absolument, et qui sont assez logiques. Alors, c'est vrai que si on en vient au fond du sujet, Emmanuel Macron aimerait bien avoir un pape français. Alors ça paraît assez peu plausible quand même, parce que classiquement les Français sont pas forcément les mieux vus en Italie, notamment auprès de la curie, parce qu'on considère qu'ils sont un peu trop indépendants d'esprit. Trop français. Oui, c'est une tradition qui remonte à l'Ancien Régime. Absolument, ce qu'on appelait le gallicanisme. Et puis il y a aussi le fait que si on est sur un registre politique, c'est forcément simplificateur, mais on va dire Emmanuel Macron aimerait bien avoir un pape qui soit dans la ligne du pape François, et les cardinaux français aussi, c'est plutôt des modernes, j'ose pas dire qu'ils sont à gauche, mais par rapport à des candidatures conservatrices, c'est pas forcément ce qu'ils voudraient. Et moi je pense notamment à cette personnalité dont on parle souvent, qui est le cardinal Sarah, qui lui critique très vertement la politique d'immigration des Européens, et notamment celle de la France, en disant mais vous êtes totalement déraisonnable, vous accueillez beaucoup trop de gens chez vous, en particulier des musulmans qui ont souvent du mal à s'assimiler à la société française, donc il faut se méfier de ça. Il est très traditionnaliste aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un homme qui est assez cohérent. Isabelle le connaît puisqu'elle a été son éditrice, et alors, les éditeurs éditent tout le monde, pas forcément. On a aussi édité Bustillo. Exactement. Et donc c'est vrai que Emmanuel Macron, qui adore se camper en progressiste, on imagine qu'il a pu envoyer des éléments comme ça. Maintenant, je pense que ça va être totalement contre-productif. Parce que les autres cardinaux qui probablement lisent les journaux, surtout qu'ils appartiennent à une génération où on n'est pas forcément très réseaux sociaux et plutôt presse médias traditionnels, s'ils voient ça va leur déplaire, parce que c'est leur business à eux de choisir un pape. C'est pas celui d'Emmanuel Macron. Et puis les Italiens, ils ont peut-être aussi envie d'avoir un pape italien, parce que ça fait quand même des années qu'ils n'en ont pas eu. Ça va pas durer très longtemps. Ça fait un moment qu'ils en ont pas eu, mais nous encore plus. Le dernier
Il remonte à 1370, c'était Grégoire XI. Donc on a laissé passer beaucoup de temps avant d'essayer de dire nous. Non, mais plus sérieusement, je pense que le président de la République a raison quand on connaît l'influence de l'Église, il a raison de s'en préoccuper. D'autant que le pape François n'aimait pas la France, il n'aimait pas l'Europe, et c'est quand même ennuyeux. Il n'aimait pas l'esprit, lui non plus, il n'aimait pas les Lumières tellement. Il est quand même venu en Corse et à Marseille. Oui, mais il n'est pas venu en France. Paris, oui. Il n'est pas venu en France. Il a dit que je ne viens pas. Il le dit. Non. Quand il est venu à Marseille, il a dit je ne viens pas en France, je viens à Marseille. Non, ça c'est vrai. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est assez très ambigu comme façon de parler. Enfin, moi, en tant que patriote, j'ai été un peu choqué, mais ce pape était assez bizarre. Il n'aimait pas nos valeurs. Il n'aimait pas la laïcité, il n'aimait pas les histoires de voile qu'il y a eu en France. Enfin, c'était pas un ami, c'est pas du tout un ami de la France, le pape François. Maintenant, on peut le dire. Et moi, qui ne suis pas du tout d'une famille catholique de droite, mais qui respecte tout ça, je pense que les papes sont meilleurs quand ils sont de droite. Après, je pense que les papes de gauche, ça fait désordre. Alors ça, on en parlera. C'est pas leur place. J'aime bien quand l'étagère, que ce soit bien rangé. Le pape, ça doit être un peu quand même de droite. Mais quand même, alors. On aura l'occasion d'en reparler. On verra. Excusez-moi, vous avez raté Guillaume Roquette. Il dit de manière générale, c'est mieux de droite rangée. L'air de dire qu'en politique aussi. Donc, je tiens à souligner quand même ce mot d'esprit qui était. On verra quand on regardera la fumée blanche sortir de cette cheminée temporaire qu'on vous a montré qui vient d'être installée sur cette zone d'influence. C'est évidemment important. Oui, mais on se trompe sur ces repas avec Andrea Riccardi, donc, qui est le fondateur et qui est le dirigeant de Sant'Egidio, parce que Sant'Egidio ne se mêle jamais de politique interne au Vatican. C'est ce qui fait sa force. Sant'Egidio a travaillé pour tous les papes. Et c'est sous Jean-Paul II que Sant'Egidio, d'ailleurs, a eu le rôle et l'importance la plus importante. Sant'Egidio, c'est quoi ? C'est une communauté laïque, un mouvement laïque qui existe depuis 1968, qui est dirigé par ce type formidable, qui est Andrea Riccardi, qui fait la paix un peu partout dans le monde, parce que ce sont des gens qui parlent à tout le monde, y compris au Hezbollah, par exemple. Moi, je suis persuadé qu'ils ont parlé Proche-Orient, le président de la République et Riccardi. Quand j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec les gens de Sant'Egidio sur des règlements dans un pays d'Afrique australe, où ce sont eux qui ont fait la paix, et non pas les Nations Unies, de manière très efficace. On va d'ailleurs à votre livre, pardonnez-moi, Le Chevalier de... Ah oui, alors dans le Chevalier de Jérusalem, la DGSE se sert de Sant'Egidio pour approcher un personnage fantasmatique et mythique qui est le Chevalier de Jérusalem, parce que seul Sant'Egidio et Andrea Riccardi, qui est l'un des personnages de ce roman, permet de l'approcher. Mais ce sont des gens extrêmement efficaces. Alors, ce sont des gens plutôt progressistes, c'est pour ça que une certaine presse italienne, notamment proche de Mélanie, l'attaque, parce que d'un autre côté, il y a l'Opus Dei aussi, qui allume des contrefeux et qui bricole sur le conclave, mais en aucun cas, Sant'Egidio ne se mêle du conclave, surtout pas. Ouais, moi, j'aurais très important, un tout petit bémol, c'est que c'est vrai de façon opérationnelle, d'ailleurs c'est un mouvement laïque, donc, mais il y a quand même un homme comme le cardinal Zuppi, qui est l'archevêque de Bologne, qui est issu des rangs de Sant'Egidio et qui est un pape habilé. Donc, il de façon indirecte, vraiment des favoris, lui. Oui, absolument. Donc, il y a une espèce d'aura quand même, qui est justifié d'ailleurs, parce que, comme le dit Vincent, c'est des gens qui sont à la fois sur le fond extraordinairement estimables et en plus extrêmement efficaces, donc ça fait beaucoup. Et voilà, l'évêque de Bologne, étant lui-même très proche de Sant'Egidio, ça peut être un atout pour lui, même si beaucoup considèrent, parmi les cardinaux, semble-t-il, ça c'est d'après ce qu'on lit, parce qu'ils ne parlent pas, que justement, parce que François était proche de ce mouvement, il faudrait qu'il y ait une forme de balancier ou d'équilibre, et que donc il ne faudrait pas un pape trop proche de Sant'Egidio.